Bonjour à tous. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un problème psychologique majeur pour les policiers, le burn-out d'empathie. Si vous êtes policier et que vous vous demandez où est passé le jeune idéaliste et plein de motivation qui est rentré à l'académie de police il y a quelques années, ou si vous êtes simplement quelqu'un qui est intéressé par le monde de la police et son univers, vous êtes au bon endroit. Je me présente, j'ai été flic pendant 8 ans, j'ai fait 6 ans d'intervention, c'est-à-dire police secours, et 2 ans de police judiciaire. J'aime ce métier et ce podcast a pour but de le présenter dans ses bons et ses moins bons aspects. Il a aussi pour but de s'adresser aux collègues et de leur proposer d'aborder certains sujets qu'on n'aborde peut-être pas spécialement facilement en interne et que le système policier n'aborde pas du tout, notamment la psychologie du policier, par exemple. Donc voilà. Et le troisième but de ce podcast, c'est d'en parler un peu à monsieur et madame tout le monde, tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la police, sauf les policiers. Vous ne verrez quasiment jamais d'interview d'un policier, tout simplement de un parce que c'est relativement interdit en interne et de 2 parce que les policiers n'aiment pas ça. Heu, alors qu'il faut parler de la police, il faut expliquer comment ça se passe, tout simplement pour casser un peu toute une série de mythes qui existent dehors, auxquels on va, s'attaquer, dans ce podcast. Parfois, les mythes sont avérés, parfois pas du tout. Bref, c'est vraiment important que la police, en fait, parle de son propre métier. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au burn-out d'empathie. Je vais vous expliquer ce que c'est l'empathie, un peu quel est l'état, du moral, au niveau des services, surtout de l'intervention. On va voir pourquoi c'est utile aux policiers d'avoir de l'empathie, comment est-ce qu'elle fonctionne. Vous allez voir qu'il y a un stock et que ça se renouvelle. Quelles sont les conséquences d'un stock d'empathie vide? Et alors, 6 signaux pour voir si vous manquez d'empathie ou pas. Si vous êtes policier actuellement et que vous n'avez plus toujours envie de faire votre travail, notamment les interventions, que chaque mission est souvent de trop et quand vous recevez un mail de votre supérieur, vous vous dites: «Ça y est, qu'est-ce que c'est que ce bullshit encore?» avant d'avoir ouvert le mail et que vous vous dites souvent: «Mais qu'est-ce qu'on vient me faire chier encore?» Écoutez bien ce qui suit parce que je pense que ça s'adresse à vous. L'empathie, c'est quoi? L'empathie, c'est la capacité, qu'a être humain à se mettre à la place d'un autre être humain pour percevoir la situation selon le point de vue de cet être humain. Pourquoi c'est important en tant que policier? Tout simplement parce que, quand on réalise des missions, bah, typiquement d'intervention ou des auditions si on est à la police judiciaire ou même des enquêtes, si on interprète la mission et la situation selon nos propres valeurs, on va avoir un jugement qui n'est pas du tout celui de la victime ou du suspect. Je vais laisser le côté suspect, de côté pour l'instant, on va se concentrer sur le côté victime. Imaginez-vous, bah, voilà, vous êtes un policier, vous faites, 1,85 m, vous allez à la salle 4 fois semaine, vous êtes bien portant physiquement. Et vous êtes appelé, chez une vieille dame qui vous dit que, bah, voilà, elle n'en peut plus du chien du voisin qui n'arrête pas de courir partout. Quand elle est dans la cage d'escalier, il lui saute dessus, enfin bref, ça va pas. Elle se sent agressée par ce chien. Bah, si vous, vous réagissez par rapport à vos normes et vos valeurs, vous avez peut-être un chien à la maison et en fait, vous vous rendez compte que le chien dont madame parle, c'est un caniche de 15 centimètres de haut, qui est relativement mignon si on aime bien les caniches. Vous vous dites: «Mais ouais, quoi, enfin ce caniche, il peut pas faire de mal à une mouche». Ben, en fait, si on se met à la place de la vieille dame, disons, je sais pas, elle a 85 ans, elle a un équilibre instable, elle a peut-être une canne, ou quoi et ce chien qui vient tout le temps dans ses pattes, ça la stresse. Pourquoi? Parce que pour le même prix, elle va essayer de l'éviter, elle va tomber, le chien va choter dans sa canne et une chute pour une personne âgée, bah, si vous êtes à l'intervention, je vous apprends rien, ça fait très vite des gros problèmes parce qu'il y a un il y a peut avoir une fracture du fémur, enfin, bref, vous voyez bien, là où je veux en venir et donc la vieille dame, pour elle, c'est une situation extrêmement angoissante. Vous, en tant que policier, a priori, vous n'avez pas du tout le même point de vue qu'elle et c'est là tout le but de l'empathie, c'est de pouvoir dire: «Ah écoutez madame, je comprends tout à fait, c'est vrai que c'est pas facile pour vous, je vais aller parler avec le voisin». Peu importe la solution que vous apportez à la mission, mais l'idée, c'est que pour pouvoir comprendre la dame, pour pouvoir répondre à ses attentes et essayer de trouver, une solution à cette mission-là, voilà, il va falloir se mettre à sa place et si vous n'en avez plus d'empathie, vous êtes en burn-out d'empathie, vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là?» Ici, je prends un exemple évidemment facile, et qui va très bien, pour définir l'empathie, mais je pense qu'on a tous en tête des exemples beaucoup plus gris
ou parfois il faut se mettre, à la place de la personne, avec qui on est occupé et voilà, il faut qu'on ait de l'empathie là-dessus. En plus de ça, pour un policier en intervention, l'empathie est d'autant plus importante que le policier en intervention, subit un report de ces normes de violence. Alors j'explique tout de suite, il y aura un épisode dédié à ça, mais le policier en intervention, il roule sur quoi? Il roule sur des fusillades, des bagarres, des viols, des meurtres, des cadavres, et sur des tapages, des, voi véhicules devant garage. Bref, le spectre de ces missions, de ces interventions est énorme et évidemment, quand vous venez de passer 4 heures à travailler sur une fusillade, vous êtes peut-être intervenu en première ligne, ça a tiré et qu'en fin de shift, vous allez, faire un tapage nocturne. Monsieur vous dit que la maison d'à côté, ils font une teuf, il est 22 heures et que lui, il aimerait bien dormir. Vous êtes là et vous vous dites: «Ouais, mais, est-ce que c'est vraiment grave, monsieur?» Voilà et voilà et c'est là que l'empathie vient, c'est que le policier n'a pas du tout les mêmes normes et le même rapport à la violence et aux situations problématiques que le citoyen lambda et sans empathie pour se mettre à sa place, eh ben, il ne possédera pas les clés, pour intervenir correctement dans cette situation-là. Mais du coup, vous allez peut-être vous poser la question de savoir comment fonctionne l'empathie. Est-ce qu'on est empathique? Et quand on est né empathique, est-ce qu'on le reste à jamais? Spoiler alert, c'est non. Et ce que je vais vous raconter ici n'a aucune valeur, scientifique, c'est simplement le fruit de mes réflexions et des discussions que j'en ai eues avec d'autres collègues de l'intervention et surtout, d'autres métiers, de première ligne. Pompiers, ambulanciers, infirmières urgentistes, enfin médecins, qui sont aussi tous des gens qui, voilà, ils n'ont pas exactement le même travail que nous, mais finalement, c'est toujours un peu la même logique derrière. Ils sont obligés d'être empathiques pour se mettre à la place des gens. Je sais pas, moi, je prends l'exemple des urgences, quand quelqu'un vient à 4 heures du matin parce qu'il a mal au ventre et il réveille tout le service qui, a eu un shift dégueulasse juste avant, bah, les gens, ils sont là en mode: «Ah» et il faut bien respirer et être très empathique avec lui parce que, bon, lui, il pense vraiment qu'il va peut-être mourir, mais vous, vous savez très bien qu'il y a rien du tout, quoi. Donc voilà, et de manière générale, vraiment, c'est le fruit de cette réflexion-là que je vais vous partager. Alors comment ça fonctionne l'empathie? Grosso modo, il y a 2 débits, à l'empathie. Il y a l'empathie de la journée, donc celle que vous allez avoir en vous levant le matin. On a déjà tous eu ça, on se lève un matin et c'est une bonne journée, on s'est levé du bon pied. Et il y a 2 jours où on se lève et il faut pas nous parler, quoi. Il faut pas commencer à venir, nous raconter les problèmes et tout. Voilà, on est juste pas dedans. Alors ça peut être lié à plein de choses dans le privé, vous avez eu un décès dans votre entourage, vous vous êtes pris la tête avec votre compagne ou avec votre compagnon, vos enfants ont été horribles toute la nuit. Le matin, vous vous levez, vous êtes pas prêt à entendre, et à être empathique envers les gens. Et alors, il y a le 2e flux d'empathie, on va dire ça comme ça, c'est le compte épargne. Donc ça, c'est le compte, sur lequel vous pouvez aller pour, être empathique quand il le faut, alors que votre mood du jour n'est pas du tout, tourné vers l'empathie. Imaginons, voilà, vous rentrez du boulot, vous en avez marre, marre, marre et puis là, il y a votre compagne qui vient vous parler, elle vient de perdre ses parents. Vous allez pas lui dire: «Ah bah non, écoute, aujourd'hui, j'ai pas envie d'écouter tes problèmes parce que j'ai pas d'empathie, je me suis mal levé ce matin». Non, vous allez respirer un grand coup, vous allez servir dans ce compte d'empathie, pour pouvoir compatir avec elle, même si vous n'étiez pas, à la base disposé à le faire, quoi. Et donc vraiment, il y a ces 2 stocks d'empathie, donc celui avec lequel vous vous levez et le compte épargne. Et en fait, l'idée, c'est que au travail, vous allez vite utiliser, le stock d'empathie de votre journée, tout simplement, bah, parce que voilà, sur un chiffre de 10 heures, si vous êtes, dans une grande ville, vous allez enchaîner les missions et au bout de la 5e, 6e, 7e mission, vous avez dû vous communiquer avec les victimes, vous mettre à leur place. Vous avez déjà distribué tout le stock, même si c'était une bonne journée, heu et donc du coup, vous allez piocher dans votre compte, épargne d'empathie, et ce compte épargne d'empathie, en fait, vous remettez de l'empathie dessus les jours où vous êtes en repos. Donc, vous avez vos 3 jours de boulot dans l'horaire classique, puis vous avez les 3 jours de repos et voilà, là, bah, vous stockez de l'empathie, si vous ne la dépensez pas toute. Donc ça dépend auss un peu de votre situation dans le privé. Si vous êtes tout le temps, sollicité dans votre privé, dans vos jours de repos, bah, évidemment, vous allez pas pouvoir mettre, d'empathie de côté. C'est un peu comme de l'argent, quoi, d'empathie de côté et donc, à un moment ou un autre, vous allez plus en avoir et ça va prendre 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça dépendra un peu des gens.
mais il y a un moment ou un autre où vous risquez de vous retrouver à court d'empathie. Donc vous allez vous lever le matin, vous avez, un stock d'empathie du matin et votre compte en banque, il est vide et voilà, il faut vous débrouiller avec ça, quoi. Et alors du coup, en fait, mécaniquement, bah, le corps va faire quoi? Il va juste, être moins empathique, tout simplement parce qu'il a moins de ressources à distribuer, quoi. Une fois que vous êtes en burn-out, d'empathie, que vous n'en avez plus, vous allez avoir toutes les peines du monde à compatir avec les gens. Ça, c'est déjà une première chose. Donc au niveau des interventions, vous allez être, je pense, beaucoup moins bon. En tout cas pour les petites interventions, parce que pour les grosses, vous allez toujours trouver un peu d'empathie. Pour quelqu'un qui a pris une balle dans le bras, vous allez trouver un peu d'empathie. Pour quelqu'un qui a perdu un être cher, vous allez trouver un peu d'empathie. Pour tout ce qui est tapage, véhicule devant garage, et autres missions peut-être moins, je vais pas dire moins importantes, mais en tout cas moins graves, on va le dire comme ça. Beh, évidemment, vous allez être beaucoup moins pris, par ce genre de mission. Rappelez-vous à votre début, vous parlez d'un véhicule devant un garage, c'était la mission du siècle, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas pour moi et voilà, moi, j'ai pas honte de dire, j'ai été en burn-out, d'empathie. À la fin de mon travail d'intervention, j'en avais marre. J'allais sur une intervention, ça me faisait, excusez-moi de le dire, mais ça me faisait chier, quoi. Et en fait, ça, c'est parce que je ne compatissais plus à la situation. Ça a fait que je suis devenu blasé et de manière générale, on voit quand même pas mal de collègues qui sont blasés en intervention, qui n'ont plus envie et qui sont juste là, chaque petite intervention, devient vite, de trop, juste de trop. Alors ils tirent la tête, ils sont un peu hautains, ils sont un peu, rudes avec les gens. Enfin, je pense que moi, personnellement, je l'ai été, à certains moments et en fait, le fait d'être blasé dans son boulot, ça provoque un ennui. Vous allez au boulot alors, avant, moi personnellement, j'allais au boulot et c'était enfin voilà, c'était le rêve d'aller au travail, c'était trop bien, je ratais jamais un jour, j'étais tout le temps chaud boulette et puis en fait, j'ai commencé à m'ennuyer. Donc au début, c'est progressif, hein, ça prend des mois, hein. Donc vous vous ennuyez, donc voilà. Il y a certaines missions que vous commencez à faire un peu en mode robot. Vous devenez un peu un policier robot, donc bah, voilà, telle mission, il faut que je fasse ça, 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 ça et ça, bah, je vais faire ça, ça, ça et ça, rien de plus et en fait, en commençant comme ça, vous allez perdre, de l'intérêt professionnel. Vous allez, passer en non-épanouissement professionnel. De nouveau, sauf les grosses, interventions, mais la plupart des interventions, bah, voilà, elles vont plus vous épanouir, et donc voilà, vous allez vous ennuyer au boulot et ça va devenir: «Ouais, je reste, mais bon, voilà». Et en fait, ça va avoir des grosses conséquences, indirectes sur votre vie privée. Tout simplement parce qu'en ne s'épanouissant plus au boulot, on vient au boulot pas avec des pieds de plomb, mais presque, on est plus passionné, on fait le boulot parce qu'il faut payer les factures, parce que l'intervention, ça rapporte quand même pas mal et parce qu'on n'a pas trop le choix. Mais du coup, ça vous épanouit plus, ça ne vous nourrit plus et à partir du moment où ça ne vous nourrit plus, moi j'ai remarqué que quand ça me nourrissait plus, parfois, à la maison, je rentrais, j'étais fatigué juste parce que je m'étais ennuyé toute la journée, quoi et s'ennuyer au boulot, c'est très fatigant, étonnamment, ou parce que parfois, j'avais l'impression de n'avoir absolument rien fait et ça avait des conséquences sur ma vie privée. J'étais pas toujours, disponible, pour ma compagne, j'étais un peu plus grognon, boudeur, et donc voilà, donc ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais voilà, ça le fait d'être en burn-out d'empathie a des grosses conséquences, et sur votre qualité de policier et sur votre vie privée et sur votre, mental. Et alors il y a aussi une autre, grosse, chose à souligner, c'est que, pourquoi est-ce qu'on se retrouve au final en burn-out d'empathie? C'est qu'au niveau du boulot de policier, on n'a jamais de merci ou très, 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 très rarement, et ça, c'est un gros souci. Vous êtes médecin, vous êtes infirmier, vous êtes ambulancier, vous allez souvent recevoir un merci parce que vous avez aidé les gens et chez nous, en fait, on va rarement recevoir un merci, on n'a pas de reconnaissance. Ou très, très peu et ce manque de reconnaissance va faire que, on n'a jamais le la satisfaction, de du travail qu'on a fait et moi, je suis persuadé que si on nous disait beaucoup plus souvent merci et si, notre travail était plus reconnu, que ce soit par notre hiérarchie, par les victimes, par le monde politique, par les gens en général, on aurait, beaucoup moins de problèmes de manque d'empathie, tout simplement parce qu'on régénérerait beaucoup plus vite notre stock. Voilà, après ça, c'est juste un avis personnel. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si on est en burn-out d'empathie? Alors là, pour le coup, je vais me baser sur un travail, d'une psychologue. Il y a 6 critères, à surveiller. Le premier critère, c'est que dès qu'on est en burn-out d'empathie, on est vite, très critique ou très jugeant.
avec des petites phrases, comme, «Ça te servira de leçon», «Faut être plus prudent», «Tu aurais dû, faire, comme ci, comme ça». Donc on est très vite jugeant, et critique par rapport, au comportement et on a aussi, très peu confiance, dans la réussite des gens. «Ah, tu vas faire ça, bah, tu y arriveras pas», ou des petites phrases comme ça. Deuxième signe, qui peut, montrer que vous êtes en burn-out d'empathie, c'est que vous trouvez les autres personnes trop sensibles. Vous comprenez pas pourquoi ils réagissent à des choses, peut-être aussi futiles, avec une telle proportion. Moi typiquement, c'était un truc quand j'étais en burn-out d'empathie qui me dépassait, c'est: «Mais, pourquoi elle réagit comme ça? Pourquoi elle pleure l'autre là?» Et je me disais: «Bah oui, en fait, il faut être un peu plus dur, un peu plus coriace, il faut s'endurcir, la vie c'est pas, tout le temps tout rose». Et alors, parfois il faut effectivement s'endurcir, mais si vous dites ça souvent par rapport à beaucoup de réactions de personnes, bah, le problème, elle vient peut-être plus de vous que de eux. Si c'est une fois de temps en temps, sur une personne, bah oui, là, c'est normal. Mais par contre, si à chaque fois que quelqu'un réagit, vous dites: «Mais purée, pourquoi elle réagit comme ça l'autre?» Bah là, le problème est probablement plus de votre côté que du sien. Le troisième point, c'est, réagir avec colère et impatience quand on vous pose une question ou qu'on vous demande une tâche, sans même vous demander: «Pourquoi on me demande ça?» sans essayer de comprendre. Et si vous avez tendance à dire que c'est du bullshit, dès qu'on vous propose une idée, ou une demande, ça c'est un solide marqueur, moi personnellement quand j'étais comme ça, dès qu'on venait avec une idée neuve, et que j'avais pas eu le temps d'y réfléchir avant, j'étais tout de suite réticent et j'étais tout de suite, en colère ou impatient pendant, 10, 15, 20 secondes et j'avais tendance à répondre, assez vivement aux gens. Le quatrième point, c'est la difficulté ou l'indifférence, face à une situation émotive, ou émotionnelle. Si lors de moments émotifs ou émotionnels, vous voyez que tout le monde autour de vous est touché et que vous l'êtes pas trop, là, c'est quand même un solide warning. Il faut quand même se poser des questions et alors si vous avez la capacité à supprimer mécaniquement, votre ressenti et votre feeling et vos émotions, ça aussi c'est un gros point d'alerte. Moi, typiquement quand j'étais en burn-out, d'empathie, voilà, les situations qui touchaient fort mon entourage me touchaient beaucoup moins et je le voyais comme une force de pouvoir supprimer qui pouvait être trop émotionnel. Je me voyais plus comme, le gars, pouvait tout endurer. Ah bah oui, forcément, je pouvais tout endurer vu que je ne ressentais plus grand-chose ou en tout cas, je le ressentais beaucoup moins que les autres et ça, c'est quand même un gros problème parce que c'est pas une situation normale, donc il faut quand même essayer de faire attention à ça. Le cinquième point, c'est une difficulté à admettre, ses fautes, même les plus minimes. Quand on est en burn-out d'empathie, on a une vision de soi qui est relativement on a une très haute estime de soi et donc on a du mal à dire, «Oui, c'était de ma faute» et en fait à se mettre, à la place de la personne avec qui on discute. En fait, on préfère argumenter, sans fondement et accuser les autres d'être en tort et pas soi. Le sixième et dernier point, c'est, la difficulté à comprendre que son comportement affecte les autres. Quand on est en burn-out d'empathie, on n'a pas l'impression que son comportement va affecter les autres, vu qu'on se met pas trop à leur place et donc on agit sans tenir compte du fait, que nos actions pourraient, blesser les autres. Pour conclure, ce podcast sur le burn-out d'empathie, moi j'ai quand même une grosse remarque à faire par rapport à l'autorité. L'autorité, à l'heure d'aujourd'hui, elle ne prend pas du tout le problème à bras-le-corps. Pour elle, les problèmes, psychologiques des policiers sont des problèmes privés. Alors oui, il y a des initiatives comme le Stress Team ou d'autres, services dont je n'ai jamais personnellement, fait l'usage. Mais il n'y a aucune politique, globale pour, prendre en compte la difficulté psychologique du métier de policier. Donc au niveau de la difficulté physique, donc les agressions sur agents et cetera, il y a des choses qui sont faites. On pourrait toujours faire mieux, ça c'est sûr et certain, mais bon, le problème est quand même un peu pris en compte. Mais par contre, sur la détresse psychologique des policiers, rien n'est fait. Combien de collègues sont pas en dépression? Combien de collègues n'ont pas fait des burn-out? Combien de collègues laissent des dizaines d'années de leur vie dans le job? Je pense que si vous côtoyez quelqu'un qui fait partie des forces de police ou si vous êtes un membre des forces de police, quel que soit le pays, parce que je pense que c'est à peu près la même chose partout en Europe, vous connaissez des gens qui sont en détresse psychologique et probablement que vous l'avez été à un moment ou à un autre et en fait, c'est un énorme tabou. Peut-être un tabou un peu mal placé de: «On doit être fort, on est viril», voilà, je vais pas trop rentrer dans ce sujet-là, mais en tout cas, ça reste un tabou. En tout cas, moi, j'ai constaté que c'était un tabou autour de moi
Peut-être qu'il y a des unités ou des zones de police où on en parle allègrement et c'est un sujet, correct, à parler entre tout le monde et en vrai, ça devrait être comme ça, donc si c'est le cas, tant mieux. Mais de mon ressenti, c'est pas vraiment le cas et moi, j'en veux, quand même, fortement à la hiérarchie et à l'institution policière de ne pas prendre ce problème à bras de corps. De de faire comme si de rien n'était et bon, en fait, tout va bien s'arranger et on n'en parle pas, on met rien sur pied. Alors il y a plein de trucs qui pourraient être mis sur pied. Je vais pas rentrer ici dans le sujet des solutions qui pourraient être apportées, parce que je pense que je vais le faire une fois plus profondément, mais en tout cas, ne serait-ce que de souligner le problème, d'essayer de chercher des pistes de solutions, ça, c'est quelque chose qui devrait être fait, par l'autorité et par le pouvoir politique indirectement et à l'heure d'aujourd'hui, on laisse juste les gens dans leur merde et puis on verra bien. Il y en a qui s'en sortent un peu mieux que d'autres, mais finalement, on y laisse tous une petite part de notre humanité dans ce travail et c'est vraiment dommage parce que je suis pas sûr que ce soit obligatoire, de se passer comme ça et je pense qu'il y a un autre chemin qui est possible et c'est un peu le but de ce podcast ici, c'est d'explorer des pistes. D'abord cerner le problème, comme je viens d'essayer de le faire dans ce podcast et d'un jour, tenter des pistes. Si jamais vous avez des témoignages ou des histoires à raconter, n'hésitez pas, en description, il y a une adresse mail tout à fait anonyme. Vous pouvez envoyer, une truc si vous voulez être interviewé ou même si vous avez des récits à expliquer qui pourraient être intéressants pour un podcast et ben, n'hésitez vraiment pas à, à me l'envoyer.